Xavier, il faut que tu remettes ton Ça, micro, s'il ça te a plaît, coupé. Ouais. parce que j'ai lancé l'enregistrement. Merci. Aussi. Voilà. Est-ce que on est bon là? Oui. Bon, bah, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, bienvenue à ce webinaire dédié au marché, de la présentation du marché de la République démocratique du Congo et plus globalement des marchés d'Afrique subsaharienne. Et de présentation de la mission que l'on vous proposera donc en septembre prochain sur ce marché. Pour ma part, je suis Xavier Fraval Couette-Parquet, j'anime le service international de CCI Normandie, un des membres fondateurs de la Team France Export. Et juste en introduction rapide, juste vous rappeler effectivement l'importance que représente l'Afrique vis-à-vis notamment des exportateurs normands, puisque l'Afrique et la Normandie entretiennent des relations historiques, anciennes et majeures. L'an dernier, pas loin de 4 milliards d'euros d'exportation normande vers l'Afrique, vers le continent africain. À peu près 10% donc des exportations normandes sont orientées vers le continent africain. Et donc c'est d'ailleurs aussi pour la raison pour laquelle eh bien, l'on a ici au sein du service international de CCI Normandie un beau club Afrique, Proche et Moyen-Orient, animé par Simon Guillaume, que l'on voit ici également à l'écoute, avec une quarantaine d'entreprises. Donc voilà, l'Afrique est un continent d'avenir, est un continent que l'on suit de près, et donc c'était naturel de programmer en 2025 à la fois cette séquence, ce webinaire et cette mission. Et je laisse maintenant nos collègues de Business France nous présenter le potentiel de ce marché, de ces marchés et ensuite de la mission. Benoît. Ça y est, j'enchaîne. Bien, bonjour. Merci Xavier. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés ce matin pour ce webinaire. Donc moi, je suis Benoît Catius. Je suis le directeur du bureau de Business France à Luanda, en Angola, compétent pour la République démocratique du Congo. Et donc, je vais vous parler quelques minutes de la RDC. Donc, la République démocratique du Congo, vous le savez, c'est vraiment le géant d'Afrique centrale. Comme vous pouvez le voir sur la carte à l'écran, partage des frontières avec 9 pays. C'est un pays qui fait 4 fois et demi la France et qui est donc vraiment situé au carrefour de l'Afrique centrale, de l'Ouest, de l'Afrique australe, mais aussi de l'Afrique de l'Est. Si vous regardez la carte, en fait, le pays est à la fois tourné vers l'Afrique centrale et de l'Ouest au niveau de la région de Kinshasa, mais il est aussi tourné vers l'Afrique de l'Est. Si on regarde donc la partie est du territoire, notamment les régions du Nord et du Sud Kivu, qui commercent beaucoup avec l'Afrique de l'Est et dans régions dans lesquelles on parle d'ailleurs Swahili. Et puis un pays qui est aussi très largement connecté à l'Afrique australe, notamment dans sa partie sud et dans la province du Katanga, la province minière, qui commerce beaucoup avec l'Afrique australe. Donc, vous le savez aussi, c'est un pays qui est très peuplé. C'est le premier marché francophone au monde, avec plus de 100 millions d'habitants et une population qui est amenée à plus que doubler d'ici 2050. Ça en fera le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria, donc vraiment un poids lourd démographique. Si on peut passer à la slide suivante. J'ai voulu, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter les opportunités, parler un peu de la situation à l'est du pays, parce que c'est vrai que si on a entendu parler de la RDC ces derniers mois, c'est pas tant pour les opportunités économiques que pour le conflit qui fait rage à l'est du pays, qui est en fait un conflit qui dure depuis de nombreuses années, mais qui a connu une résurgence fin 2024 et avec un véritable tournant le 26 janvier 2025 et la prise de Goma par les rebelles du M23 et de l'AFC. Donc depuis, on est dans une situation qui est, à vrai dire, assez difficile à lire, qui est assez instable, assez incertaine. Mais on estime aujourd'hui que le principal risque politique, c'est la chute du président Tshisekedi.
Donc beaucoup d'observateurs se demandent s'il parviendra à aller au terme de son second mandat. Lui qui a été réélu en 2023, il est aujourd'hui de plus en plus isolé, de plus en plus contesté. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui le principal risque politique sur la République démocratique du Congo. Mais si j'ai voulu faire ce petit point de situation, c'est aussi pour vous rassurer, puisque en fait dans les régions de Kinshasa et du Katanga, finalement la situation est assez incertaine, mais elle est stable et les acteurs économiques continuent, poursuivent leurs activités d'une manière somme toute assez normale. Nous, on est allé le mois dernier en mission à Kinshasa avec une délégation d'entreprises françaises. On n'a pas ressenti d'inquiétude majeure sur le plan sécuritaire et on a trouvé des interlocuteurs qui étaient tout à fait disposés à nous recevoir et à poursuivre leurs activités économiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous paraissait tout à fait normal de maintenir cette mission prévue au mois de septembre. Pour parler un peu du contexte macroéconomique et financier, rapidement, vous dire que les fondamentaux macroéconomiques sont plutôt solides, plutôt bons. Si vous regardez ici le taux de croissance du PIB sur les 3 dernières années, donc vous voyez qu'il était de 8% en 2022, 8% en 2023. 6,5% en 2024 et les projections sur la période 2025-2026 prévoient un léger ralentissement, mais quand même une croissance à 4,1%, ce qui est tout à fait honorable. Vous voyez aussi que l'endettement public est plutôt maîtrisé avec un ratio dette publique sur PIB qui est établi à 21,5% en 2023. Donc des finances publiques qui sont plutôt maîtrisées. Pour parler un peu de la structure de l'économie, vous vous en doutez, le secteur industriel tire la croissance vers le haut, il représente 50% du PIB. Et évidemment, quand on parle d'industrie en RDC, on parle principalement du secteur minier, qui représente un tiers du PIB, plus de 90% des recettes d'exportation et qui est vraiment le secteur dominant de l'économie congolaise. Je voudrais aussi quand même mentionner les services qui prennent une part de plus en plus importante, qui représentent aujourd'hui 30% du PIB, et avec une contribution croissante des activités liées aux télécommunications et aux services bancaires et assurantiels. Donc ça c'est une dynamique qu'on observe depuis quelques années et qui peut être intéressante pour les exportateurs français. Slide suivante, s'il te plaît, Prune. Je vais maintenant passer à quelques panoramas sectoriels pour vous présenter de manière assez synthétique les opportunités qui peuvent se présenter en République démocratique du Congo. Alors, ce document n'a pas vocation à être exhaustif, mais on pourra échanger dans la foulée. Je crois qu'il y a une petite séquence de questions-réponses, ou bien on pourra programmer un point individuel pour évoquer vos secteurs d'activité plus en détail. Je vais commencer par industrie et clean tech et évidemment par le secteur minier, puisque, donc, comme je le disais, la RDC est un des pays les plus riches en ressources minérales au monde, avec plus de 1100 substances identifiées. C'est le premier producteur mondial de cobalt. On estime que 70% des réserves mondiales se trouvent en République démocratique du Congo. Et c'est le troisième producteur mondial de cuivre, le premier évidemment à l'échelle africaine. Donc deux matériaux qui sont bien sûr essentiels dans le cadre de la transition énergétique et numérique, qui font de la RDC un pays très important pour ces sujets. Mais il faut mentionner que la RDC est aussi un important producteur d'or, de diamants et de beaucoup d'autres minerais. Donc c'est vraiment un pays essentiel du point de vue du secteur minier, avec des opportunités dans ce secteur, notamment parce qu'il y a un très important déficit d'infrastructures à combler pour pouvoir satisfaire les besoins des groupes miniers. Donc on parle notamment de la construction de routes, on parle de la distribution d'énergie, de la génération d'énergie, avec beaucoup d'opportunités, notamment sur le solaire dans la province du Katanga. On parle aussi du rail, avec le projet emblématique du corridor de Lobito pour relier par voie ferrée la province du Katanga au port de Lobito sur la façade atlantique de l'Afrique en Angola.
Donc beaucoup d'opportunités sur les infrastructures, mais également au niveau de la fourniture en équipement et en service pour les grands groupes miniers internationaux qui sont installés en RDC. Un petit mot sur le secteur pétrolier assez rapidement pour vous dire donc Perenco, l'entreprise Perenco est établie en RDC depuis une vingtaine d'années. Elle produit environ 25 000 barils jour, entre 20 et 25 000 barils jour, donc à Moanda, sur une activité à la fois onshore et offshore. Donc la RDC n'est pas un grand pays pétrolier d'Afrique à ce stade, mais il y a une réelle volonté politique de développer ce secteur. Néanmoins, aujourd'hui, cette volonté politique, elle ne s'est pas traduite par une arrivée massive d'investisseurs. Il y a pas mal de doutes sur le potentiel réel du pays au niveau des hydrocarbures et puis bien sûr sur la question environnementale. Je vais continuer sur industrie et clean tech en vous parlant rapidement des sujets d'énergie, eau, assainissement, qui sont des sujets évidemment majeurs dans le cadre de la forte croissance démographique du pays, avec ce qu'on appelle le paradoxe énergétique de la RDC, puisque le potentiel hydroélectrique du pays est immense. Vous voyez, 100 000 mégawatts. Mais pour autant, très grande partie de la population n'a pas accès à l'électricité. Le taux d'électrification, comme vous le voyez, est seulement autour de 22%. Donc il y a un vrai gap à combler au niveau à la fois de la production. Vous voyez la capacité totale installée à 3000 MW. Donc aujourd'hui, la RDC est en déficit de production et importe de l'électricité. Et il y a aussi un gap très important à combler au niveau de la distribution et de l'accès à l'électricité, aussi bien en milieu urbain d'ailleurs qu'en milieu rural. Eau et assainissement, bien sûr, les mêmes problématiques, à savoir améliorer l'accès à l'eau potable et l'assainissement à la fois en milieu urbain et rural. Donc là, j'ai mentionné dans la présentation un programme lancé par la Banque mondiale, le programme PASEA, donc pour améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement. Alors là, pour le coup, en milieu ruraux et périurbain. Et vous voyez que c'est un financement important à 1,25 milliard de dollars sur 11 ans. Et donc, il y a évidemment beaucoup de sujets sur l'accès à l'eau, l'assainissement, et les bailleurs de fonds couvrent pour beaucoup ces sujets. Quelques mots sur les infrastructures. Infrastructures de transport, évidemment, le pays est immense. Il est très mal connecté. Il y a un besoin urgent de construire des routes, des ponts, des entrepôts, et c'est aussi une des grandes priorités des bailleurs de fonds, à savoir mailler le territoire. Et puis, je voulais vous parler un peu plus précisément des infrastructures portuaires, parce qu'il y a deux projets en cours qui peuvent intéresser les exportateurs français. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, la principale porte d'entrée et de sortie des marchandises en RDC, c'est le port de Matadi. Donc, vous voyez, la carte est un peu petite, mais il se situe sur le fleuve Congo. Et aujourd'hui, il y a une importante congestion sur ce port de Matadi, et AGL, Africa Global Logistics, a lancé un projet de rénovation et d'extension important de son terminal sur le port de Matadi. Et le contrat a été attribué en janvier 2025 à Eiffage, qui devrait prochainement commencer les travaux. Et donc, c'est un projet intéressant. Et l'autre projet très intéressant au niveau portuaire, c'est la construction actuelle du premier port en eau profonde de la RDC, donc le port de Banana. Alors, on voit très mal sur la carte, mais ça se situe entre Soyo et Cabinda. Et donc, ce sera le premier et seul port en eau profonde de la RDC. Le projet a été confié à DP World et les travaux au groupe sino-portugais Mota-Engil. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il te plaît, Prune? Voilà. Alors, les télécommunications, donc c'est aussi un défi en RDC, l'accès à Internet en particulier. Vous voyez ici quelques statistiques: 59% le taux de pénétration mobile en 2024, taux de pénétration d'Internet qui est faible, 32%. On note quatre opérateurs télécoms en République démocratique du Congo, dont Orange, qui a environ 30% de part de marché, et une quinzaine de fournisseurs d'accès à Internet.
Et selon nous, les opportunités dans ce secteur, elles se situent vraiment dans l'expansion des infrastructures, notamment la fibre optique. Je vous ai mis ici un lien vers un article au sujet d'un projet de l'AFD, enfin AFD Banque mondiale, 500 millions de dollars pour connecter 30 millions de personnes à Internet. Donc ça concerne notamment le déploiement de la fibre optique au niveau du territoire congolais. Et puis beaucoup d'opportunités aussi sur tout ce qui est mobile money et digitalisation des services publics. Sur l'agriculture et les industries agroalimentaires, c'est un secteur qui fait partie des priorités politiques en République démocratique du Congo, mais qui est très en retard. Vous voyez ici quelques chiffres qui démontrent ce retard. 80 millions d'hectares de terres arables, 10% seulement qui sont exploités. Le maïs est importé à 80%, le riz à 85%, le blé à 70%. C'est absolument inacceptable pour un pays qui a la possibilité de produire ses cultures sur son territoire, avec un climat propice, des sols fertiles, une disponibilité des terres évidemment gigantesque, mais beaucoup d'obstacles, notamment les infrastructures, notamment le cadre légal sur le secteur agricole qui favorise pas nécessairement les investissements internationaux. Et puis évidemment aussi le fait que le grenier de la RDC, c'est vraiment Goma, donc toute la partie est du pays qui aujourd'hui est concerné par la guerre. Je vous ai mis aussi un lien vers une vidéo en fait de Georges Forest, donc qui est à la tête du groupe Forest. C'est un très important conglomérat belge qui est présent en RDC depuis de nombreuses années dans différents secteurs d'activité, dont le secteur agricole. Et donc, si vous vous intéressez à ce secteur, vous pouvez aller voir cette vidéo. C'est assez intéressant. Sur la santé, on peut dire aussi qu'on part de loin. Il y a d'importants besoins en République démocratique du Congo. On en a mentionné certains, notamment la formation, les infrastructures, les médicaments. On estime aujourd'hui que 85% des médicaments sur le marché sont des contrefaçons. Donc il y a d'importants efforts à faire de ce point de vue-là. Et je vous ai mis aussi une initiative qui me semble intéressante, c'est le projet de couverture santé universelle qui peut notamment intéresser les entreprises en mesure de fournir des services de digitalisation de la santé. Je vais terminer ces panoramas sectoriels avec les biens de consommation en vous disant que les marques, les produits d'origine française sont très appréciés par les consommateurs de la classe moyenne et supérieure congolaise. Si on regarde les vins et spiritueux, la France est le premier exportateur de vin vers la RDC avec quasiment 61% de part de marché. Au niveau de l'hôtellerie, on peut noter la présence du groupe Accor avec 4 hôtels dans le pays et le projet de construire 4 nouveaux hôtels et de déployer la marque, la gamme Ibis, pas seulement à Kinshasa, mais aussi dans plusieurs provinces du pays. Et puis, je vous ai mis quelques marques bien connues françaises qui se sont développées en franchise en République démocratique du Congo, donc notamment dans le secteur de la BVP, Paul, Deli-France, Kaiser, mais aussi Textilaire de Vif, Decathlon et GMS avec Carrefour qui devrait s'implanter très prochainement en République démocratique du Congo. Donc c'est un marché intéressant, la RDC, pour les biens de consommation. Je vais terminer ma présentation par le climat des affaires. On vous a mis quelques chiffres, quelques classements à gauche de la slide. Vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre assez importante. La RDC est particulièrement mal classée sur tous ces rankings liés au climat des affaires. C'est un sujet qui tient auquel le président de la République tient beaucoup et il a créé il y a quelques années une cellule climat des affaires, donc qui est directement rattachée à la présidence pour améliorer l'environnement économique, l'environnement des affaires. Mais il faut dire qu'il y a quand même beaucoup de lois aujourd'hui qui sont très largement contestées par les groupes internationaux qui sont présents en RDC, notamment français. On pourra revenir sur la loi sur la sous-traitance qui pose de nombreux problèmes aux entreprises françaises implantées en RDC. Et puis la principale difficulté actuelle, c'est la pression fiscale et parafiscale qui semble s'accentuer dans un contexte d'efforts de guerre à financer à l'est du pays. Donc, en résumé,
c'est pas facile de faire des affaires en RDC. Le conseil, c'est peut-être pas de penser tout de suite à une implantation, mais d'essayer plutôt de travailler avec un partenaire local bien implanté et qui sera prêt à prendre le risque. Voilà, donc on a une dernière slide sous la forme d'une matrice SWOT assez scolaire. Je vais pas la développer parce que j'ai été assez long déjà, mais vous aurez le document. De toute façon, vous pourrez le lire à tête reposée. Mais évidemment, je vais juste parler peut-être des forces. Donc, le premier marché francophone au monde, les fondamentaux macroéconomiques qui sont solides, la richesse minière qui est exceptionnelle, et puis aussi, ça je l'ai pas dit, l'économie qui est quasi dollarisé avec des paiements faciles en dollars et aujourd'hui une absence de problème de change. Donc ce qui facilite quand même beaucoup la vie des agents économiques et notamment des exportateurs. Voilà, je suis à disposition si vous avez des questions sur la République démocratique du Congo et puis je laisse la main à Marc pour ouvrir sur les autres pays non francophones. Merci beaucoup, Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marc Cagnard. Pour ma part, je suis basé donc en Afrique du Sud, à Johannesburg, où j'ai la charge pour Business France de l'Afrique australe. Et plus largement, j'ai un rôle de coordination en fait de nos activités de Business France en Afrique subsaharienne. On est plusieurs collègues à intervenir donc juste après cette intervention de Benoît sur la RDC. On va vous parler plutôt des marchés des pays non francophones. Alors peut-être vous expliquer pourquoi on va aborder ces marchés-là. L'idée de la mission telle qu'elle a été voulue et prévue par la région Normandie et toute la Team France Normandie avec Xavier est véritablement de sortir peut-être un petit peu des sentiers battus habituels et de s'intéresser à d'autres marchés qui présentent des grosses opportunités en Afrique. C'est le cas en particulier de la RDC, et c'est une très bonne nouvelle qu'on s'intéresse à cette destination qui est effectivement porteuse de vraiment beaucoup d'opportunités. Mais l'idée aussi était d'ouvrir un peu la vue aux entreprises, à vous entrepreneurs, sur d'autres destinations aussi peut-être moins pratiquées, des entreprises françaises qui vont beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais peut-être un peu moins en Afrique de l'Est et en Afrique australe, où il y a vraiment beaucoup d'opportunités, surtout en ce moment où on peut être un peu malmené dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, donc des opportunités importantes en Afrique de l'Est, en Afrique australe, et c'est un petit peu ça qu'on voulait aborder aussi au travers de cette mission. Je pense que les uns et les autres de la région et de la Team France Normandie y reviendront, mais l'idée dans cette mission, c'est de pouvoir vous proposer aussi, au-delà du déplacement physique en RDC, d'avoir en amont, sur un pays de votre choix parmi les 4 qui apparaissent à l'écran, d'avoir la possibilité d'organiser des rendez-vous individuels qui seront montés par nos bureaux avec des opérateurs locaux pour que vous puissiez sentir un petit peu la réalité de ces marchés et les opportunités qu'ils vous proposent. C'est purement en visio, mais voilà, c'est une étape qui vous sensibilise un petit peu en amont. Alors, on va intervenir à plusieurs là juste après, très rapidement, parce que l'objet c'est quand même de s'intéresser d'abord à la RDC, mais pour vous sensibiliser à ces 4 marchés qui sont donc l'Afrique du Sud anglophone, le Nigeria également anglophone, le Kenya anglophone et l'Angola plutôt lusophone. Donc c'est 4 économies importantes du continent africain. L'Afrique du Sud d'ailleurs est la première économie du continent africain, j'y reviendrai juste après, c'est aussi la seule membre du G20. Elle fait partie avec l'Éthiopie des BRICS, mais elle était la première à en faire partie. C'est vraiment une économie très diversifiée, très puissante. On va y revenir juste après. La deuxième grande économie du continent, c'est l'économie nigériane, qui aujourd'hui est la deuxième, c'est la deuxième d'Afrique subsaharienne, c'est la 4e sur le continent. Économie importante, gros producteur de pétrole également. Donc, Igor, qui est le directeur pays à Lagos au Nigeria, est avec nous et il en parlera plus précisément juste après. C'est aussi la première démographie du continent, le Nigeria. Donc ça, c'est un point important également. Au 3e rang des 4 pays qu'on vous propose, donc on trouve le Kenya, qui est aussi une économie importante. C'est la 4e économie d'Afrique subsaharienne. C'est la première en Afrique de l'Est.
et une économie aussi où on a un bureau qui se caractérise peut-être par un dynamisme, et Stéphane en parlera puisqu'il est avec nous également, le directeur pays basé à Nairobi, un dynamisme de croissance plus vif qu'ailleurs, donc on y reviendra aussi. Et puis, ce dernier pays dont on voulait vous parler, où est basé Benoît, comme il l'a dit, c'est l'Angola, pays lusophone, une économie importante, 5e économie d'Afrique subsaharienne, qui se caractérise aussi par une grosse activité en termes de production pétrolière. Voilà, donc on va revenir sur chacun de ces pays juste après. Et je vous propose d'ores et déjà de vous dire quelques mots supplémentaires sur l'Afrique du Sud. Donc, Prud, tu peux basculer à la slide suivante. Je ne vais pas être très long, hein, on vous passera tous ces éléments, et encore une fois, c'était la RDC qui compte, mais quand même, vous dire qu'on est sur l'Afrique du Sud, sur une économie qui est particulièrement développée dans tous les secteurs d'activité. C'est une économie qui peut surprendre quand on la connaît pas. Je sais que Martial est avec nous. Bon, tu la connaissais un petit peu avant de venir en février dernier, Martial, mais c'est toujours une bonne surprise pour les entrepreneurs qui viennent de voir comment ce pays est développé. On se croirait presque en Europe, et un pays qui compte des ressources abondantes, une agriculture performante et surtout un secteur industriel très développé, hein, qui représente à lui seul à peu près 12% du PIB. Un secteur minier, on parlait un petit peu de la mine juste avant, aussi très puissant, puissant également en termes de oil and gas. C'est un secteur c'est un pays qui est très complet puisqu'il compte aussi des services extrêmement avancés, secteur financier très pointu, avec vraiment des technologies très avancées aujourd'hui. Système de l'assurance aussi très en avance. Vous voyez une économie intéressante où les opportunités sont nombreuses, peut-être un peu plus concurrentielle évidemment que sur certaines destinations, ou d'ailleurs francophones parfois. Hein. Là, c'est vrai qu'on est dans un monde anglo-saxon, on est dans un monde plus concurrentiel. Mais après tout, vous réussissez aux États-Unis, vous réussissez en Europe, pas de raison que vous réussissiez pas sur cette destination. Alors l'Afrique du Sud, je ne veux pas être trop long, mais juste pour dire quand même que c'est un pays qui était quand même post-apartheid, qui a été qui a connu quand même plutôt un ralentissement de sa croissance, et qui là, suite aux dernières élections de l'année dernière, en mai 2024, a connu une sorte de renouveau, puisque l'ANC, qui était le parti au pouvoir post-apartheid, n'a plus la majorité, enfin il a la majorité, mais plus la majorité absolue, et il a dû constituer un gouvernement d'unité nationale, un gouvernement donc qui associe d'autres partis plus tournés vers le monde de l'entreprise, qui ont véritablement redonné confiance aux opérateurs économiques, aux investisseurs étrangers, et là on est plutôt sur un bon trend en ce moment en Afrique du Sud en termes de réalité économique et d'encouragement des investisseurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est un pays, vous avez peut-être entendu, qui a connu quelques difficultés aussi d'approvisionnement électrique, mais qui sont aujourd'hui derrière nous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on est reparti sur un bon trend, des bonnes tendances. Et un pays, au niveau aussi politique, qui en ce moment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, est quand même rentré dans une relation un peu compliquée avec les États-Unis, et qui aujourd'hui se retourne et se tourne davantage et de nouveau vers l'Europe. Ça, c'est assez intéressant. Et vers la France en particulier, on a une relation bilatérale assez dynamique en ce moment. Alors, c'est un pays qui a aussi ses difficultés, hein, les inégalités, vous avez déjà entendu parler. Mais ça ne nous empêche pas d'y travailler, d'y accueillir plus de 400 entreprises tous les ans. Un pays qui connaît un taux de chômage assez élevé également, hein, qui justifie ou qui explique en partie ces inégalités. En tout cas, ça reste un grand partenaire et client de la France. C'est aujourd'hui une de nos premières destinations, hein, en termes d'échanges bilatéraux et en termes d'exportation. Donc voilà, qui mérite que vous vous y intéressiez, pardon. Voilà ce que je peux dire sans être trop long. On vous passera toutes ces slides, tous ces chiffres, et puis bien évidemment à disposition, de même que toute l'équipe ici. Et je vais tout de suite passer la parole à Stéphane. Stéphane qui lui est au Kenya. Stéphane, the floor is yours.
Merci beaucoup, Marc. Donc effectivement, Stéphane Perchenet, je suis en charge de l'Afrique de l'Est. Donc on couvre le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, l'Éthiopie et Djibouti. Donc c'est un territoire assez vaste. Là, l'idée, c'est véritablement de vous parler du Kenya et peut-être faire le lien aussi entre l'Afrique de l'Est et puis la RDC, puisque la RDC a rejoint l'East African Community en mars 2022, donc qui est un marché intégré. Donc c'est important aussi de le mentionner. Alors l'intégration reste encore partielle, il y a encore beaucoup de choses effectivement à mettre en place, parce que c'est une adhésion assez récente, mais effectivement, elle rejoint l'East African Community. Donc là, elle rejoint, si vous voulez, l'ensemble de ces pays, Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud et Tanzanie. Donc ça représente un marché effectivement de 330 millions d'habitants en tout. Alors, je vais peut-être plus vous présenter là, le Kenya. D'une manière générale, je rejoins absolument ce qu'a dit Marc, c'est-à-dire qu'il y a toujours une vision un petit peu hémiplégique des exportateurs français qui vont regarder naturellement ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et un petit peu moins, effectivement, on va dire en Afrique de l'Est et puis Afrique australe. Et je vais vous donner un chiffre, juste pour vous montrer le potentiel que représentent en fait ces pays. La France exporte vers la Côte d'Ivoire à peu près 1,4 milliard et on exporte vers le Kenya 175 millions d'euros, alors que le PIB en valeur absolue du Kenya est supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. Donc ça vous donne une idée effectivement des marges de progrès que les entreprises françaises ont sur ces marchés anglophones et lusophones d'une manière générale. Et puis peut-être important aussi de vous signaler qu'il y a une vraie volonté des pouvoirs publics vraiment de se redéployer à l'Est, d'une manière générale. On aura la chance d'accueillir en avril 2026 le sommet Afrique-France, qui est en présence du président de la République. On montrera d'ailleurs un événement à cette occasion. Et effectivement, ce sera la première fois que ce type de sommet se déroule dans un pays anglophone. Donc ça, et on accueille aujourd'hui d'ailleurs le secrétaire général du sommet, avec qui on va discuter effectivement de l'ensemble des séquences économiques. Alors sur le Kenya, effectivement, c'est un marché de 54 millions d'habitants. C'est un marché donc c'est la troisième puissance économique d'Afrique subsaharienne, avec un climat des affaires qui est plutôt favorable, puisqu'on est plutôt dans les rankings autour de A, parce qu'il y a toujours bien évidemment aussi, rien n'est parfait, je ne peux pas vous le cacher non plus, mais globalement, on est plutôt dans un climat des affaires qui est favorable, avec une augmentation progressive des implantations d'entreprises françaises. Donc on retrouve aussi les acteurs majeurs qui ont été précités, mais on a aussi beaucoup d'ETI, de PME qui viennent s'installer, alors qui commencent effectivement par des phases de prospection et qui ensuite décident de s'installer au Kenya pour avoir un rayonnement précisément sur cet espace East African Community, parce qu'il y a une union douanière et donc ça permet effectivement d'avoir accès à tous ces marchés-là. Alors sur le Kenya, juste, donc on est effectivement sur à peu près un petit peu plus d'un demi-million de kilomètres carrés. On a deux centres, Nairobi et Mombasa. Nairobi concentre vraiment beaucoup de richesses, c'est à peu près 22% du PIB. Mombasa, c'est le port, c'est le plus grand port effectivement d'Afrique de l'Est, c'est important de le signaler. Et c'est un port aussi qui est utilisé par tous ces pays qui sont enclavés, donc Ouganda, Rwanda, Burundi, qui effectivement font transiter leurs marchandises par ce port. La langue officielle, les deux langues officielles sont le swahili et l'anglais. La monnaie, le Kenyan shilling. Alors c'est pareil, il n'y a pas véritablement de problème d'accès au change. Alors c'est important pour vous, les exportateurs, parce que exporter c'est bien, et payer c'est mieux. Donc voilà. Donc globalement, ce qu'on peut dire de cette zone et puis aussi du Kenya, c'est que l'Afrique, en tout cas l'Afrique de l'Est, c'est l'une des sous-régions les plus dynamiques en termes de croissance d'Afrique subsaharienne. Donc il y a une dynamique de croissance qui est assez intéressante, qui est supérieure effectivement à 5%, et donc ça présente un marché vraiment d'opportunités où la France a plutôt une image effectivement très, très positive. On n'arrive pas avec ce legacy, cette histoire qu'on a en Afrique de l'Ouest, et effectivement on a une grande présence, et j'y reviendrai, des bailleurs français, notamment de l'AFD, qui
qui en tout cas a énormément de projets sur cette zone. Alors sur la croissance économique, hein, donc elle a été tirée bien évidemment par les investissements, enfin sur tout ce qui est secteur infrastructure, au cours des dernières années. Même si aujourd'hui, on va dire que la situation budgétaire kenyane est un petit peu plus compliquée, donc ils ne peuvent pas absorber autant de projets qu'ils ne l'ont fait dans le passé. Un point à signaler sur le Kenya qui est vraiment important, c'est qu'on a véritablement l'émergence d'une vraie classe moyenne. Je pense que ça, c'est qui est estimé à peu près à 5% de la population. Alors, quand on parle de classe moyenne, effectivement, on se réfère à la définition de la Banque africaine de développement. Donc, c'est des revenus par foyer qui sont supérieurs à 750 $ par mois. Donc, évidemment, quand on vous les présente comme ça paraît un peu faible, mais elle est installée, elle est là. Et ce qui a permis aussi véritablement de structurer les réseaux de distribution. On a des réseaux de grande distribution qui sont extrêmement structurés ici au Kenya, avec la présence de Carrefour, avec la présence de Decathlon, comme effectivement en RDC. Donc, on retrouve ces chaînes-là et qui se développent énormément. L'agriculture reste vraiment une dominante en fait. Au Kenya, c'est plus d'un tiers du PIB. Le tourisme, on est autour de 10%, effectivement, avec des augmentations qui sont très très importantes post-Covid. Donc c'est véritablement, d'ailleurs c'est une des rentrées de devises étrangères principales du pays avec les remittances, tout ce qui est rapatriement d'argent des Kenyans vivant à l'étranger. Le transport, 8,5%, avec des besoins effectivement d'infrastructures qui sont important. Ça, c'est un dénominateur commun, effectivement, de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne d'une manière générale. Le commerce, 7,6%. Le secteur manufacturier qui reste encore assez faible par rapport au PIB, mais qui a plutôt tendance, effectivement, à se développer. Donc voilà. Sur les éléments structurels de l'économie, en fait, donc il y a eu un plan de développement Vision 2030 qui a été mis en place en 2008 et qui a contribué à hisser le Kenya au rang des pays à revenus intermédiaires, intermédiaire inférieur selon la classification effectivement du FMI. Et donc ça en fait véritablement la première économie d'Afrique de l'Est. À noter aussi qu'au niveau effectivement du Kenya, on est sur une constitution récente qui a été promulguée en 2010, qui vise vraiment à une décentralisation effectivement des pouvoirs, donc aux 47 comtés qui sont gérés par des gouverneurs, des assemblées locales et qui peuvent effectivement voter certaines lois et lever des impôts. Donc il y a une forte présence, et je l'avais signalé avant, des bailleurs de fonds. Il y a aussi une forte présence des agences onusiennes qui sont ici. Il y a beaucoup de sièges régionaux d'agences onusiennes qui sont basés ici à Nairobi. Et puis un point important, le Kenya et l'Union européenne ont signé un accord effectivement de libre-échange qui a été mis en vigueur en juillet 2024. Et donc ça permet aux entreprises kenyanes d'exporter vers l'Europe sans droit de douane. Donc ça, c'est important. Preuve que le Kenya, en tout cas pour les Européens, est vraiment perçu comme un marché et un pays important. C'est véritablement en Afrique de l'Est un ancrage démocratique qui est aligné aussi sur les valeurs qui sont défendues par l'Union européenne et l'ensemble de ses membres. Donc voilà, on est sur un PIB de 2300 $ à peu près par habitant. Le taux de croissance, j'en ai parlé. Ce qui est important aussi, dans le contexte actuel, c'est de bien avoir en tête que, d'ailleurs, le chiffre est plus faible. J'ai marqué 7,7% d'inflation, mais il est plutôt autour de 5 maintenant. Donc c'est que l'inflation est quand même maîtrisée. C'est un élément macroéconomique effectivement important à avoir en tête. En termes d'opportunités, il y a des opportunités à peu près dans tous les secteurs d'activité. Et comme l'expliquait Marc, l'idée effectivement de cette opération, c'est de vous permettre ensuite d'avoir un échange, si vous le souhaitez bien évidemment, avec les équipes pour qu'on puisse effectivement valider l'adéquation du produit marché par rapport à ce que vous souhaitez exporter et qu'on puisse effectivement vous orienter. En tout cas, nous, on vous invite vraiment à le faire sur l'Afrique de l'Est. On pense que c'est une zone dans laquelle les entreprises françaises sous-performent en termes d'exportation et qu'elles peuvent faire effectivement beaucoup plus.
Voilà, le taux de chômage, effectivement, il est assez élevé. Là aussi, hein, c'est une constante à peu près de l'ensemble des pays d'Afrique subsaharienne. Pour vous donner une idée, hein, vous avez à peu près 800 000 universitaires qui sont diplômés tous les ans au Kenya et seuls 200 000 rejoignent le marché formel de l'emploi. Donc ça vous donne, donc il y en a 600 000 effectivement qui après exercent des petits jobs, etc. Pour pouvoir un peu survivre. Ça, c'est un grand défi effectivement du pays. C'est cette jeunesse. Voilà à peu près sur ce que je peux vous dire très rapidement sur le Kenya. Pas oublier que le Kenya s'inscrit dans une zone économique qui arrive, l'EAC, l'East African Community, qui a un niveau de maturité qui est assez avancé en fait. Donc en termes de circulation des biens et des personnes. Voilà. Je laisse la parole à Igor. Je pourrais parler du Nigeria, Igor, aussi, mais je te laisse faire. Ouais, c'est gentil. Merci. J'ai combien de temps? 30 secondes. Ouais, ok. Non, je vais être 5 très minutes, rapide. Igor, s'il te Bonjour, plaît. je vais être très rapide. Il se trouve qu'on a fait un gros forum Nigeria le 10 avril à Paris au siège de Business France, durant lequel, pendant toute une matinée, on a parlé du Nigeria, donc à la fois avec des présentations macro-éco, mais également des présentations sectorielles sur les secteurs prioritaires. Donc tout ça est disponible sur le site et je vous enverrai les informations, les liens, les présentations. Donc je ne vais pas trop m'attarder dans le détail. En somme, donc le Nigeria, c'est effectivement un géant à l'échelle du continent. Donc 220 millions d'habitants, il en comptera 400 millions en 2050. Donc ce sera le 3e pays le plus peuplé du monde après l'Inde et la Chine. Donc c'est une très grosse économie. C'était la première économie du continent il y a encore l'année dernière. Pour une raison de dévaluation de la monnaie, grosse dévaluation de la monnaie, l'économie passe désormais au 4e rang du continent, mais elle devrait se retrouver normalement sa première place à l'horizon 2030. Voilà. Ce qui a été dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, depuis 2 ans, il y a un nouvel exécutif au pouvoir, donc le président Tinubu, avec une administration très pro-business. Auparavant, il y avait eu 8 ans d'une administration d'un régime plutôt historiquement militaire, donc qui avait complètement négligé l'économie, donc a laissé le pays dans un état catastrophique. Et donc, a été 2023, nouvelle administration qui a entrepris de grosses réformes un peu douloureuses mais nécessaires, et donc qui ont amené, en fait, et là, ça commence à se ressentir concrètement, c'est-à-dire amélioration des indicateurs économiques, beaucoup plus de devises euro-dollar dans les circuits bancaires, stabilisation. On peut peut-être passer à la slide d'après, pardon. C'est là où c'est mentionné. Voilà. En fait, c'est dans les défis structurels. Donc, un accès aux devises et aux forex qui s'est amélioré avec quasiment plus de pénurie dans le secteur bancaire. Donc ça, c'est pour, vous avez peut-être entendu parler de ça dans le passé, difficulté pour les opérateurs locaux d'accéder à la devise pour régler les fournisseurs. Donc ça, pour l'instant, c'est un sujet qui est réglé. Taux de change stabilisé, donc qui permet plus de prévisibilité. Une inflation maîtrisée. Un secteur oil and gas qui est en train d'être relancé avec de gros investissements annoncés. Le secteur oil and gas, bon, on pense toujours, c'est un secteur important au Nigeria, notamment en termes de recettes en devises pour l'État. Mais en fait, ça représente que 10% du PIB. Le Nigeria est un pays beaucoup plus diversifié qu'on peut le penser. Vous voyez sur le graphique. Et donc l'agriculture, la construction, le commerce, les services sont vraiment les moteurs de l'économie, beaucoup plus que le oil and gas. À noter également que c'est la 3e économie, c'est le 3e plus gros pays industriel du continent, après l'Afrique du Sud et l'Égypte, et ceci hors oil and gas de nouveau. Donc c'est vraiment un géant industriel. Vous avez des cimenteries, vous avez de l'acierie, vous avez beaucoup d'entreprises et de productions qui se développent localement, notamment dans tout ce qui est agro-industrie, BTP, second œuvre, ce genre de choses. Voilà, donc très gros pays industriel. Comme j'ai peu de temps, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, on peut venir en mission. On accompagne une centaine d'entreprises par an sur le marché, donc physiquement, qui viennent ici.
Tout ce que vous pouvez lire de mauvais dans la presse, il ne faut pas trop écouter. On peut venir tout à fait confortablement et sans dispositif particulier en mission à Lagos, à Abuja. Voilà. Et puis enfin, pour vous dire que il y a un secteur privé très costaud au Nigeria, très fiable, très performant, très dynamique, sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer. Donc tout ça, c'est vraiment vos partenaires. Donc nous qu'on se charge de vous présenter, avec lesquels vous mettre en relation, et qui sont ensuite les partenaires qui vont importer, distribuer, vous représenter sur le marché auprès des autorités publiques ou auprès des partenaires privés, clients privés. Voilà, donc c'est vraiment juste pour vous rassurer, vous dire qu'on peut faire des affaires au Nigeria, que c'est un marché qui est considéré comme complexe et qui l'est dans une certaine mesure, mais il faut passer un peu ce cap-là et puis nous consulter, faire des points de conseil avec les collègues, effectivement vérifier l'adéquation entre vos produits, vos services et le marché. Et puis ensuite, voilà, nous on se charge de vous introduire auprès des partenaires locaux ou clients finaux fiables, avec lesquels vous pourrez faire des affaires sereinement, vous faire payer, voilà, et puis venir même physiquement sans problème particulier. Voilà, c'est quelques messages forts que je voulais vous passer pour vous rassurer, puis vous donner envie de venir vous intéresser à cette économie qui est gigantesque et qui doublera à l'horizon de 25 ans, quoi. Donc c'est un marché qui est incontournable d'une manière ou d'une autre à un moment donné, donc je vous invite vraiment à vous y intéresser. Voilà. Le reste, c'est voilà, les secteurs prioritaires sont un peu ceux qu'on retrouve à peu près partout sur le reste de l'Afrique. Hein. Il y a évidemment des gros besoins en agriculture, agro-industrie, mais dans l'énergie, dans le BTP, dans la construction, dans l'industrie lourde également, comme je le précisais. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour faire des points conseils avec les experts sectoriels pour affiner un peu tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Parfait, merci Igor. Alors je reprends la parole pour quelques minutes, cette fois-ci pour vous parler de l'Angola, qui est un pays quand même assez méconnu des exportateurs français, à l'exception peut-être de ceux qui travaillent dans le secteur oil and gas. Un pays assez singulier, évidemment, c'est un pays lusophone, une ancienne colonie portugaise, et un pays qui a plus tendance à se penser dans l'espace lusophone que dans l'espace africain. Alors ça va peut-être changer puisque l'Angola a pris la tête le mois dernier le président angolais de l'Union africaine, donc ça va peut-être permettre d'opérer un shift au niveau de la mentalité angolaise, mais c'est vrai que c'est aujourd'hui un pays qui est très tourné vers l'espace lusophone, Brésil, Portugal en particulier. Et c'est un pays qui, d'un point de vue politique, présente un atout très important, en particulier en ce moment, c'est celui de la stabilité. C'est un pays qui est politiquement avec donc le MPLA, un parti État qui est au pouvoir depuis 1975. Et donc à cette stabilité s'ajoutent aussi les excellentes relations diplomatiques entre la France et l'Angola. Le président Macron était en Angola en mars 2023. Le président angolais était en France en janvier 2025 pour une visite d'État, donc qui est le plus haut niveau protocolaire réservé à un représentant étranger. Donc il y a vraiment une dynamique qui est très positive entre la France et l'Angola, et la France est d'ailleurs très bien vue en Angola, et notamment parce que Total Energy représente 50% de la production pétrolière du pays et donc très bien implanté en Angola depuis de nombreuses années, et aussi parce que le groupe Castel est le principal employeur privé étranger en Angola. Donc ce sont deux entreprises qui ont une très forte assise en Angola et qui contribuent à faire en sorte que les entreprises françaises soient bien reconnues et bien accueillies en Angola. Le contexte macroéconomique, il est plutôt positif. Alors l'Angola, c'est vraiment un pays c'est un pays de résilience, c'est un pays qui connaît des hauts et des bas très importants. Vous avez tous probablement entendu parler de l'Angola pendant la période du boom pétrolier à la fin de la guerre civile entre 2002 et 2015, où c'était des taux de croissance proches de 10% chaque année, et beaucoup d'argent qui affluait.
L'Angola a ensuite connu une période très difficile entre 2015 et 2021 et aujourd'hui, depuis 2022, il y a une reprise. Donc avec une croissance qui s'est établie à 3% en 2022, qui a connu un choc sur 2023 avec une dévaluation, dépréciation importante de la monnaie, mais qui repart à la hausse et avec des prévisions autour de 3% pour cette année. La dette publique est un sujet très, très important. L'Angola est aujourd'hui très endetté, en particulier envers la Chine, qui était le pays vers lequel l'Angola s'est tourné au sortir de la guerre civile pour financer sa reconstruction, et qui en paye aujourd'hui les conséquences avec vraiment une situation un peu d'asphyxie des finances publiques qui compliquent un certain nombre de projets et d'investissements publics et avec d'importants problèmes de devises. Alors là, je ne fais pas la pub de l'Angola, mais c'est une réalité. Il y a aujourd'hui une situation de tension sur l'accès aux devises qui pénalise les agents économiques et les exportateurs. Les secteurs les plus porteurs en Angola, c'est bien sûr l'industrie en premier lieu, avec le secteur oil and gas. L'Angola est, selon les années, le premier ou le deuxième producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, avec de nombreux projets en cours en Angola sur ce secteur-là. Comme je l'ai dit, Total représente 50% de la production pétrolière nationale, et donc il y a un écosystème très important pétrolier, parapétrolier français en Angola, sur lequel vous pouvez vous appuyer pour développer vos activités. Il y a une volonté aussi de diversifier le secteur minier. Aujourd'hui, l'Angola est le 6e producteur mondial de diamants, mais son sous-sol regorge d'autres minerais, notamment essentiels à la transition énergétique. Donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui des autorités de diversifier cette activité minière. Il y a des projets notamment dans les terres rares. Il y a des projets en ce moment d'exploration de cuivre. Et donc, on anticipe un secteur minier qui devrait se développer fortement dans les prochaines années. Et puis au niveau des transports et de la logistique, il y a beaucoup de projets sur l'activité portuaire et sur l'activité ferroviaire avec le corridor de Lobito, donc qui est aujourd'hui le projet phare et qui est un peu le catalyseur des investissements internationaux et des activités des bailleurs de fonds en Angola. Et puis le deuxième secteur porteur, c'est l'agriculture et agroalimentaire. Il y a un potentiel qui est absolument immense en Angola. C'était une vraie puissance agricole pendant la colonisation. Le secteur s'est complètement effondré à l'issue de l'indépendance et pendant la guerre civile. Il y a aujourd'hui 10% de terres arables qui sont exploitées seulement, et un secteur qui est en train de se structurer et de se développer assez fortement. On a une croissance annuelle moyenne qui est entre 5 et 10%. Et vous voyez l'objectif des autorités qui est d'augmenter la contribution du secteur au PIB à 18% d'ici 2050 contre 5% en 2022. C'était possible, c'est possible. Il y a vraiment un potentiel très très important. C'est un secteur qui a été laissé de côté pendant de très nombreuses années, mais si les autorités travaillent sérieusement comme le font aujourd'hui les opérateurs privés de ce secteur, on pourrait y arriver, et ça s'accompagne d'opportunités aussi dans les industries agroalimentaires, avec beaucoup d'usines de transformation qui se développent en Angola pour justement mettre fin à la tendance d'importation des produits finis et pour transformer les matières premières localement et pouvoir fournir le marché domestique, mais aussi les pays voisins, notamment la République démocratique du Congo. Donc c'est vraiment industrie, agriculture et agroalimentaire, les deux secteurs porteurs en Angola. Si vous êtes dans ces activités, je vous invite à considérer ce pays, et bien sûr à disposition si vous avez d'autres questions. Merci Benoît, merci à toutes et à tous. Je me permets juste simplement de vous proposer un retour d'expérience, parce qu'il n'y a pas mieux que ça. On a Aldéric Lemété qui est avec nous de la société Soliane, et je pense utile si Aldéric, tu veux bien nous partager ton retour sur ce que tu as pu mettre en place au niveau de la RDC, s'il te plaît. Tu me donnes combien de temps, Simon? 3 minutes, 5 minutes, je sais que tu es concis, donc... Bon, bah, je vais être très concis.
Avant de démarrer la RDC, je vais vous dire pourquoi j'ai choisi la RDC. Comme disait M. Cagnard tout à l'heure en introduction, nous, on a fait beaucoup de missions de développement au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Et ce depuis les 3-4 dernières années, principalement avec le développement de l'énergie. Nous sommes une centrale d'achat principalement dans le secteur énergétique, où on suit les gros projets internationaux dans leur simplification des importations, principalement en Afrique. Et donc, sur le Sénégal et le Côte d'Ivoire, les importations se font de plus en plus difficiles avec le développement du local content. Et l'année dernière, on s'est posé la question sur quel pays on pourrait éventuellement se développer. On a fait une première mission l'année dernière, à peu près à cette période-là, avec la Chambre de commerce franco-congolaise. Qui s'est déroulé sur 3-4 jours, où on a rencontré quelques acteurs locaux dans différents secteurs d'activité. On a pu voir, j'ai fait un petit tour d'horizon pour un petit peu comprendre le pays. Et on a trouvé un agent local avec lequel on a commencé à discuter donc l'année dernière et tout au long de l'année dernière. J'ai refait une deuxième mission avec cet agent au mois de janvier dernier autour de 3 grandes activités. Une activité au niveau de l'énergie et plus particulièrement l'énergie hydraulique et solaire. Une deuxième activité sur tout ce qui est chantier naval. Et troisième organisme, les ONG. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais les ONG sont très, très présentes, ont énormément de besoins et ils ont aussi beaucoup d'argent à dépenser et par moments sont soutenus par l'AFD. Depuis le mois de janvier donc de cette année, avec notre agent, on a démarré ensemble. À aujourd'hui, on a à peu près entre 800 et 1 million d'euros d'offres en cours. J'espère l'objectif de cette année, c'est d'en concrétiser à peu près 30 à 40%. Globalement, c'est un pays qui recherche beaucoup de produits européens. La logistique dans le pays est quand même très complexe. L'est du pays est principalement, comment dirais-je, approvisionné par l'est de l'Afrique et entre autres par le port de Dar es Salaam. Le sud du pays via l'Afrique du Sud et l'ouest du pays par, comme on disait, le port de Matadi, mais il est très congestionné, et via l'Angola. Ce qui complique un petit peu la logistique locale. Mais si c'était trop simple, je pense qu'on ne serait pas là. Merci Aldéric, du coup, pour ce retour. Prune, Béatrice, je vous laisse prendre la main pour la mission RDC, du coup. Oui, merci Simon. Bonjour à tous. Du coup, sur la mission de prospection commerciale en RDC du 22 au 26 septembre 2025. Donc, merci Prune pour avancer la slide, si tu peux. Voilà, alors je pense que là, on va passer un petit peu le planning des séquences de la mission plutôt assez rapidement. De toute façon, vous allez recevoir le PowerPoint. Marc a bien effectivement explicité un petit peu les étapes tout à l'heure. Donc, je pense qu'on va passer Prune sur le planning des séquences et également sur le programme prévisionnel en RDC. Par contre, effectivement, je vais peut-être redonner les précisions par rapport au budget de la mission avec une offre d'accompagnement à 5 600 € hors taxe par entreprise. Alors, cette prestation, elle comprend d'une part les rendez-vous B2B sur mesure en présentiel pour la RDC,
avec des prospects ciblés et la participation à des sessions collectives, donc en l'occurrence la réunion de cadrage et le cocktail de networking. Et d'autre part, l'organisation de 3 rendez-vous digitaux individuels avec des prospects ciblés sur un pays au choix, donc en l'occurrence l'Afrique du Sud, l'Angola, le Kenya et le Nigeria. Alors, en option, l'appui d'un expert local de Business France sur les rendez-vous digitaux et la traduction si nécessaire. Donc, pour 3 rendez-vous, le montant est de 750 € hors taxe par entreprise. Également pour un participant supplémentaire à la mission collective, avec un coût de 150 € hors taxe par participant. Et puis, une remise spéciale pour les adhérents sur 2025 au Club Afrique du Nord et PMO. Une remise de 100 € par entreprise. Du coup, Simon, est-ce que tu veux que je te laisse la parole pour Juste en 2 mots pour quelques laisser mots? vraiment Oui. un temps d'échange. Simplement, effectivement, on a quelques membres du Club Afrique et PMO, donc club historique, puisque c'est le rassemblement aujourd'hui des 2 clubs, Club Afrique du Nord et Club Afrique subsaharienne, qu'on a regroupé avec Sophie Jeanne, avec Lorraine Renard, où on vous propose des réunions en présentiel, 5 par an, et également des revues de presse, notamment que vous recevez toutes les semaines, et on fait intervenir en fait au travers de nos réunions les collègues de Business France. On avait l'équipe d'Afrique du Sud en décembre dernier. On a eu la semaine dernière chez l'un d'entre nous, au niveau des membres, chez Stéphane de Remo, le Sénégal et la Mauritanie. Et c'est vrai que du coup, on essaie aussi de mettre en avant et de remercier, je dirais, ces fidèles qui constituent en règle générale une bonne partie de la délégation de nos missions collectives régionales sur le ou les pays africains où on va. Et donc, à ce titre, Aldéric en fait partie typiquement, mais j'ai vu aussi Constantin de Connecté, j'ai vu Soufiane Aïtamara, et donc n'hésitez pas à la fois à venir en tant qu'invité pour découvrir ce club et si après vous y trouvez votre bonheur, et ben, à y adhérer par la suite et vous aurez en participant à cette mission une remise du coup. D'accord, merci Simon. Du coup, on va passer sur les aides financières qui sont mobilisables et dont vous pourriez bénéficier sur cette mission. Donc, d'une part, il y a effectivement le dispositif Impulsion Export, qui est une aide régionale mise en place par la région Normandie. Et le taux de prise en charge pourra aller jusqu'à 50% des frais éligibles. C'est-à-dire pour cette mission sont éligibles donc le montant de la prestation CCI Normandie, les frais logistiques, donc le billet d'avion, l'hébergement, ainsi que les frais pour l'obtention du visa, des frais de traduction de plaquettes ou d'interprétariat. Et puis également l'assurance prospection proposée par la BPI France qui couvre à hauteur de 65% des dépenses engagées dans le cadre de cette mission. Et elle propose un soutien en trésorerie immédiat. Donc, je vous invite pour ces 2 aides peut-être à contacter votre conseiller référent Team France Export Normandie, parce qu'en fait, ce sont des aides qui sont soumises à des conditions d'éligibilité. Voilà. Donc pour ma part, j'ai terminé. Je pense qu'on va peut-être passer directement à la session questions-réponses. Il me semble qu'il y avait déjà une petite question dans la conversation de la part de l'entreprise Distrigem sur des conseils pour des validations de produits chimiques. Voilà. Donc je ne sais pas si du côté Business France, vous avez la possibilité d'y répondre maintenant, peut-être, ou Igor, non. c'était plus pour toi, c'était Monsieur Portes qui demandait si on avait des conseils pour les validations de produits chimiques à la NAFDAC. Et Distrigem est dans Ouais, l'agroalimentaire. j'ai bien reçu. On vient d'échanger un email. On va prévoir un échange avec les collègues là dans les prochains Ok. jours. Ouais, c'est bien pris. Merci. Mais oui, à NAFDAC et compagnie, on sait faire. Ouais. Merci Igor. Est-ce qu'il y a d'autres? Alors désolé, on a un petit peu dépassé le temps, mais on profite quand même d'avoir les directeurs Business France autour de l'écran et merci à tous. Si vous avez peut-être une dernière question, n'hésitez pas. Autrement, effectivement, on vous mettra en relation avec votre conseiller international si ce n'est pas déjà le cas ou avec les bureaux. Merci.
qu'il y a une dernière question. Il y avait une question à laquelle je pense Benoît a répondu en partie pour l'Angola, Madame Deschamps, qui demandait quelle était la dynamique du secteur financier et plus précisément sur la modernisation des infrastructures. Je ne sais pas si Benoît, tu veux compléter par rapport à ce que tu as Ouais, pu. je peux ajouter un mot. Bon, le secteur financier en Angola, c'est un secteur qui fait face quand même à beaucoup de difficultés, notamment parce que la monnaie n'est pas convertible et donc c'est somme toute assez difficile de faire des transactions avec l'extérieur, notamment dans le contexte actuel de pénurie de devises. L'Angola était sorti de la liste grise du Gafi, puis est rentré à nouveau dans la liste grise du Gafi l'année dernière, donc ce qui là aussi complexifie l'ensemble des transactions pour le secteur financier. En fait, on a un secteur financier qui est efficace, qui fonctionne domestiquement, mais comment dire, qui doit gagner en modernité, en efficacité pour les transactions internationales. Alors il y a beaucoup de choses qui sont mises en place en fait ça. Un pays où il y avait beaucoup de banques dans le passé. Aujourd'hui, on observe une certaine concentration avec grosso modo 2-3 grandes banques qui commencent à concentrer une part importante du marché et qui commencent à réellement se moderniser et proposer des offres de services un peu plus efficaces. Donc, c'est un secteur qui part de loin, mais qui commence à avancer, dans lequel il y a des choses à faire. Je pense que ça peut être intéressant de le prospecter. Les retours seront probablement pas immédiats. Mais enfin, c'est intéressant, je pense, de venir voir ce qui se passe dans une logique d'accompagner en fait la modernisation de ce secteur. Et à disposition pour en parler plus largement et longuement avec l'entreprise qui a posé la question. Merci beaucoup, Benoît. Bah, écoutez, encore une fois, merci à tous et à tous nos nombreux intervenants. Donc, Béatrice, effectivement, vous enverra la présentation et les informations donc, qui ont été mentionnées par les différents directeurs pays. Et on se tient à votre disposition pour enchaîner avec des rendez-vous plus précis en fonction de vos besoins. Xavier, je crois que tu veux prendre la parole. Oui, juste également rajouter le fait que vous aurez aussi la possibilité d'échanger également à l'occasion avec donc plusieurs de nos directeurs à l'occasion de l'Export Day, donc qui aura lieu le 11 juin prochain à Rouen. Donc voilà, vous avez plusieurs façons donc de poursuivre ces échanges en direct par le biais donc des calls que l'on peut faire, organisés avec vos conseillers, et puis aussi à l'occasion de cette grande journée de l'international que l'on prépare et qu'on vous attend très nombreux, donc le 11 juin prochain à Rouen, à l'hôtel de région. Voilà, merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci à à bientôt. tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.